propose une leçon sur le sujet suivant. La pauvreté est-elle une injustice? Dans le roman Martin Eden de Jack London, ce qui caractérise principalement le personnage éponyme, c'est sa grande pauvreté. En effet, c'est un marin qui subsiste en effectuant de simples et petits travaux. Néanmoins, cette pauvreté effective qui touche Martin Eden, peut-on vraiment la qualifier d'injuste? Elle ne le devient en effet que quand il se confronte brutalement à la haute société américaine et qu'il remarque son manque de culture et d'expression. Dès lors, il semble que ce n'est pas la pauvreté en soi qui est injuste, mais bien plutôt les inégalités socio-culturelles qu'elle peut entraîner. En effet, la pauvreté signifie d'emblée un état de fait selon lequel un personnage ou un groupe, une personne ou un groupe de personnes n'est pas capable de subvenir à ses besoins premiers. Dans la pauvreté, une personne ne vit pas, mais survit. On parle ainsi de seuil de pauvreté pour désigner la limite en dessous de laquelle on ne parvient plus à subsister convenablement à ses besoins. De la même manière, l'indice de développement humain renvoie à un calcul selon lequel certains peuples seraient pauvres, c'est-à-dire dans une situation de manque par rapport à des besoins vitaux nécessaires. De cette manière, on ne peut pas dire que la pauvreté constitue en soi une injustice, puisqu'elle désigne avant tout un état de fait économique et ne peut, proprement dit, pas être mis sur le même plan qu'une valeur morale, par exemple celle du juste ou de l'injuste. Par conséquent, en quel sens peut-on dire qu'une pauvreté économique peut constituer une injustice? Si la pauvreté peut être qualifiée d'injuste, ce n'est pas tant en elle-même, mais toujours dans son rapport avec certaines formes de richesse. La pauvreté peut alors être considérée comme injuste si elle implique une forme d'inégalité et d'infériorité qualitative, sociale et culturelle, voire humaine. En ce sens précis, la pauvreté constitue une forme d'injustice si elle se fait au profit des plus riches, c'est-à-dire par exemple s'il y a une mauvaise répartition par rapport à la quantité de travail, si les riches gagnent plus que les pauvres, et par conséquent interdit l'accès à certains droits fondamentaux, comme l'école par exemple, le droit d'accès à l'école publique, la capacité à lire, ou à disposer de toute forme d'institution. De cette manière, la pauvreté n'est certes pas totalement réductible, mais elle peut ne pas être injuste. Voilà, c'est-à-dire, c'est vraiment l'extrême pauvreté qui devient injuste. Dès lors, comment la justice peut-elle servir de critère afin de réduire la pauvreté? La pauvreté constitue-t-elle alors nécessairement une forme d'infériorité? De prime abord, la pauvreté désigne une situation de survie dans laquelle une personne ou un groupe de personnes n'a pas un accès suffisant à certaines ressources vitales. Étant une réalité économique, elle n'est conséquemment pas directement une injustice. Alors, en quel sens peut-on dire que la pauvreté peut être associée à une forme d'injustice? Ce n'est pas la pauvreté en elle-même qui est injuste, mais les inégalités sociales, culturelles et humaines qu'elle entraîne, c'est-à-dire son infériorité eu égard à certaines formes de richesse. Par conséquent, la pauvreté n'étant pas par nature injuste, est-il possible de la rendre compatible avec certains principes de justice? Et en quoi la justice pourrait être un critère permettant de ne pas rendre une pauvreté irrévocablement inférieure ou inégale? De prime abord, la pauvreté se définit comme un état de fait constatable, impliquant un manque matériel de ressources suffisantes pour vivre. Selon cette première définition, on peut tout à fait être pauvre par sa propre faute, ou même parce qu'on le choisit. En ce premier sens, la pauvreté n'est foncièrement qu'une réalité économique qui n'engage pas directement une forme d'injustice. Par exemple, on dit d'un sans-abri qu'il est pauvre parce qu'il ne dispose pas d'une maison fixe et ne peut vivre convenablement.
mais bien davantage, il subsiste, survit. La pauvreté s'oppose ainsi matériellement à la richesse ou le confort, c'est-à-dire à un état dans lequel on parvient à satisfaire ses besoins vitaux, se nourrir, boire et se loger, et également certains besoins secondaires, par exemple disposer de loisirs, ne pas se nourrir toujours de la même chose mais choisir ses aliments. Par conséquent, la pauvreté signifie en elle-même un manque, une absence de richesse matérielle. C'est un état de fait qui ne peut être jugé comme injuste, étant une réalité matérielle et économique. Cela est d'autant plus vrai que la pauvreté n'est pas nécessairement un état subi. On peut en effet choisir de vivre dans la pauvreté, c'est-à-dire de choisir un mode de vie qui pourrait même être considéré comme juste, puisqu'il permettrait de vivre vertueusement, loin du confort matériel de la richesse. En effet, lorsqu'Épicure, dans la lettre à Ménécée, conseille à son disciple de préférer les plaisirs premiers, nécessaires et naturels, il enseigne bien à vivre dans un état de pauvreté, un état vertueux. Être idéalement vertueux, selon Épicure, c'est se nourrir de peu, ne boire que de l'eau, se vêtir simplement et philosopher. On retrouve ainsi cet idéal de pauvreté vertueuse dans certains modes de vie qui caractérisent les époques modernes et contemporaines. Par exemple, l'image de l'ermite ou du trappeur renvoie à des formes de vie pauvres, choisies généralement pour elles-mêmes et en opposition à certaines formes de richesse, notamment matérialistes. C'est ainsi que dans Walden ou La vie dans les bois, Henry David Thoreau, philosophe américain, fait ainsi l'éloge de la pauvreté. Il vit en effet de presque rien. Il loge dans une cabane en bois, même par temps hivernal, et se nourrit de très peu. C'est vraiment la pauvreté qui marque tout l'ensemble de sa biographie. Et en fait, pour Thoreau, cette vie de pauvreté représente le moyen d'accéder à la sagesse et à une forme de vertu. Par conséquent, bien loin d'être une injustice, l'état de pauvreté peut être considéré comme un idéal de vertu, finalement un idéal de richesse humaine en fait. En ce sens, dire que la pauvreté est en elle-même une injustice apparaît comme un jugement de valeur, normatif et profondément relatif. En effet, peut-on renverser les termes et dire que la richesse est une forme de justice, si la pauvreté serait une injustice? Et si l'on avance cela, que signifie être riche, avoir des biens en abondance, vivre dans le luxe? Si tel est le cas, est-ce à dire qu'un riche est juste? Peut-on penser la richesse sur le même plan que la justice si on est amené à penser la pauvreté sur le plan de l'injustice? En effet, qualifier en propre la pauvreté d'injustice, c'est risquer de considérer que toute forme de pauvreté est injuste eu égard à toute forme de richesse. Ainsi, on pourrait dire que les tribus indiennes sont toutes injustement pauvres par rapport aux richesses des Occidentaux, par exemple. Il est par exemple injuste qu'un aborigène d'Australie utilise une coquille d'escargot comme un outil pour éplucher ses fruits et légumes, au lieu d'utiliser par exemple tout un assortiment de couteaux ou d'outils sophistiqués. De là, on comprend que la pauvreté, étant une réalité quantitative, matérielle et économique, ne peut pas être mise censément sur le même plan que des valeurs morales, telles comme la justice ou l'injustice, au risque de faire un discours moralisateur et profondément normatif. La pauvreté serait alors un synonyme exact de injustice et deviendrait une forme d'insulte dévalorisante, comme le montrent d'ailleurs bien les expressions pauvre, tu es un pauvre, ou paysan. Ainsi, la pauvreté en elle-même ne peut être pensée comme une injustice, car elle désigne simplement un manque de certains besoins vitaux. Dès lors, quand est-ce qu'elle devient injuste? Selon quelles conditions peut-on dire qu'une pauvreté constitue plutôt une forme d'injustice? Peut-on dire en effet que la pauvreté est une injustice relativement
par rapport à la richesse? Les riches sont-ils injustement riches par rapport aux pauvres? Il semble que le simple rapport entre pauvreté et richesse n'implique pas nécessairement une injustice. Comme le montre ainsi Adam Smith dans sa recherche sur l'origine et les causes de la richesse des nations, donc ce sont dans les 2 premiers chapitres principalement, la pauvreté et la richesse sont 2 réalités qui naissent inévitablement de la vie économique et des échanges en société. Tout homme cherchant l'utile, il peut légitimement se donner les moyens les plus efficaces d'obtenir des biens et d'acquérir des richesses. Or, la société étant économiquement hétérogène, il est naturel que certains soient plus pauvres que d'autres, c'est-à-dire moins capables de subvenir à leurs besoins et de s'en donner les moyens. Toutefois, Adam Smith désigne les prolétaires, c'est-à-dire la classe des ouvriers et des paysans qui composent la société, comme une force de production de biens pour la consommation des classes plus élevées, des classes bourgeoises. Par conséquent, on peut penser en droit une forme d'injustice qui naîtrait non pas de la pauvreté en elle-même, mais de son rapport de subordination possible avec une certaine forme de richesse. De là, la pauvreté est injuste quand elle prend la forme, quand elle est d'une certaine manière injustifiée. Elle implique ainsi une infériorité et une inégalité dans son rapport de production et de subordination avec la richesse des classes plus élevées. En effet, pourquoi disons-nous traditionnellement que l'ouvrier d'usine, à l'époque victorienne, par exemple en Angleterre, symbolise l'injustice de la société parce qu'il est justement un symbole de pauvreté? Car ses revenus ne sont pas proportionnels à sa qualité et à sa quantité de travail. C'est ainsi ce type d'injustice qui caractérise, selon Marx, l'ouvrier de l'époque capitaliste. Donc je me réfère ici à son analyse dans le premier manuscrit de 1844. L'ouvrier d'usine est injustement pauvre car son salaire n'est pas équivalent à sa quantité de travail qu'il fournit. A l'inverse, le salaire d'un haut bourgeois n'est pas proportionnel à sa quantité de travail à lui. En d'autres termes, le rapport de subordination entre pauvreté et richesse peut être qualifié d'injuste quand l'ouvrier travaille à produire des marchandises et que le bourgeois ne fait que les consommer. Cette forme d'injustice se retrouve d'ailleurs aujourd'hui, avec le cas par exemple des enfants ouvriers philippins, qui travaillent généralement avec acharnement à produire des biens industriels qui seront consommés généralement par des Occidentaux, et des produits industriels qu'ils ne peuvent pas acheter d'eux-mêmes puisqu'ils n'ont pas les revenus nécessaires. C'est-à-dire que leur revenu n'est pas proportionnel à la quantité très importante de travail qu'ils fournissent. À travers ce prisme, la pauvreté constitue une injustice quand elle entraîne une forme d'inégalité et d'infériorité économique et sociale. Ce n'est ainsi pas simplement la pauvreté qui est une injustice, étant un état de manque matériel, mais sa dévalorisation sociale et humaine possible. La pauvreté devient injuste lorsqu'elle devient extrême et entraîne une forme d'infériorité sociale, culturelle, voire humaine. Dès lors, si elle n'est pas totalement réductible économiquement, peut-on tout de même la rendre compatible avec certains critères de justice? Et comment peut-on éviter que l'infériorité quantitative et économique de la pauvreté entraîne une infériorité sociale et humaine? Un pauvre en manque de biens, peut-il ne pas être en manque de droits? En effet, la pauvreté étant injuste à cause de son rapport de subordination en société et vis-à-vis de certaines formes de richesse, on peut envisager une société où la contribution des richesses permette l'amélioration des conditions de vie des pauvres. C'est cette question
au fond d'une répartition juste des revenus que Rawls pense dans sa théorie de la justice, et plus précisément dans sa première partie de théorie. En effet, le deuxième principe de justice, qui serait idéalement déduit d'une discussion purement rationnelle entre des individus, viserait à utiliser et justifier les productions de richesse afin de mieux les répartir en société et ainsi, on le comprend, d'élever le niveau social des classes plus pauvres. Selon Rawls, le rapport entre la pauvreté d'une part et la richesse d'autre part peut être conforme à la richesse si les revenus des classes bourgeoises permettent de réduire et d'élever le niveau des plus pauvres. On retrouve ainsi cette idée dans le phénomène contemporain du commerce équitable. Le prix de certains produits agricoles étant plus élevé, cela permet de répartir plus justement les revenus de la vente, c'est-à-dire de garantir aux paysans agricoles, autant que possible, des revenus conformes et proportionnels à la valeur et à la qualité du travail qu'ils ont fourni pour produire ces biens agricoles. En ce sens, l'injustice qu'implique l'écart économique entre les petits producteurs pauvres et les consommateurs avec un revenu plus élevé peut être réduite par une répartition plus juste et proportionnelle des revenus. Toutefois, est-ce à dire que, simplement d'un point de vue économique, la pauvreté serait aussi juste que le confort de la vie et de la richesse? En effet, l'injustice de la pauvreté réside surtout dans le fait qu'elle peut entraîner une forme d'infériorité non simplement économique, une infériorité qui serait simplement quantitative entre des différences de salaire, mais davantage sociale, culturelle, sinon humaine. Une personne devient injustement pauvre quand sa valeur d'homme est remise en cause et considérée comme inférieure. C'est-à-dire que la situation de pauvreté est telle qu'elle rend impossible l'accès à certains droits humains, certains droits fondamentaux. Parce que ces droits, notamment, peuvent lui être refusés justement à cause de cette pauvreté qui prend vraiment une dimension sociale et humaine. En effet, l'injustice que subissent les outcasts indiens, par exemple, n'est pas simplement d'ordre économique, mais tient au fait qu'ils sont considérés comme inférieurs, étrangers eu égard au reste de la société. C'est ainsi exactement ce que le reproche qu'adresse Pascal aux nobles riches dans le premier et le second discours sur la condition des grands. Il précise ainsi que s'il est juste qu'ils soient riches, les nobles, après tout en effet c'est l'histoire de leur famille et de leur lignée qu'il a voulu, le riche n'a pas volé sa richesse, c'est l'histoire de sa tradition et l'histoire de la société qui fait qu'il y a des riches et qu'il y a des pauvres. Ces nobles riches ne doivent pas pour autant se considérer supérieurs et considérer par conséquent les pauvres comme inférieurs à eux. En effet, cela revient pour Pascal à confondre la valeur d'un homme avec sa valeur sociale et sa valeur économique en société. Pascal conseille ainsi, parce que ça prend vraiment la forme d'un conseil dans le texte, il conseille aux riches nobles de garder une forme de double pensée. Ils sont socialement et économiquement au-dessus des autres, mais humainement, c'est-à-dire proprement en qualité d'homme, ils sont exactement comme tous les autres. De cette manière, les hommes étant tous égaux, les différences sociales et économiques, c'est-à-dire les différences strictes entre un homme pauvre et un homme riche, par exemple dans le cadre de Pascal, un homme de condition roturière et un noble bourgeois, ne sont que secondaires, ce sont de simples états de fait, pratiques et matériels, et ne doivent pas conduire à considérer en société que les pauvres sont humainement inférieurs par rapport au reste de la société. Si l'on suit l'idée de Pascal dans son discours sur la condition des grands, les outcasts ne devraient, au sens strict du mot, ne pas être out, c'est-à-dire en dehors de la société et des valeurs humaines qui la composent, puisque leur pauvreté, justement, n'implique pas d'infériorité humaine,
Et par conséquent, réduire cette infériorité qui peut impliquer une forme de pauvreté, ce serait justement leur donner un accès égal aux droits fondamentaux qui composent la société. C'est-à-dire par exemple un pauvre comme un riche, indépendamment de leur situation économique et de leur place dans la société, devraient revendiquer une inégalité en termes de droits, c'est-à-dire devraient pouvoir tous deux accéder par exemple à l'école publique sans qu'il y ait par exemple un recrutement, sans que ce soit payant, ou disposer de plusieurs institutions libres comme par exemple les loisirs, ou par exemple la couleur ne devra pas être, puisqu'elle est souvent dans certaines formes de société associée à la pauvreté, ne devra pas entraîner des considérations sur la valeur de la personne, notamment dans le cadre d'un entretien d'embauche par exemple, ou dans le cadre de la ségrégation des États-Unis au début du XXe siècle. Donc, en définitive, il semble que la pauvreté puisse être d'une certaine manière conforme avec certains principes de justice. En effet, elle est premièrement un état de manque vis-à-vis des besoins vitaux et économiques, principaux. Son enjeu est ainsi principalement économique, matériel et pratique. Toutefois, elle peut entraîner une injustice, devenir injuste quand elle se situe dans un rapport de subordination avec la production des richesses d'une société. La pauvreté devient ainsi injuste quand elle entraîne une infériorité et une inégalité en termes de droits sociaux, culturels ou simplement humains. Par conséquent, on peut considérer que certains principes de justice, par exemple l'égalité des droits humains ou l'égal accès à l'école publique pour tous les enfants, peuvent permettre de réduire l'injustice associée à la pauvreté et de la réduire en fait idéalement à une forme strictement économique et à une forme de pauvreté qui n'est pas extrême. C'est-à-dire une pauvreté qui n'implique pas des impasses et des problèmes en termes de droits humains et de droits d'accès à différentes institutions. Je vous remercie.